Pour Otto Wagner, l'architecture est le plus puissant de tous les arts. Dans sa ville de Vienne, il conçoit des édifices d'une modernité osée et qu'on n'a encore jamais vu en Europe. Il place l'homme moderne au centre de son travail. C'est pour lui qu'il dessine et construit. Sa marque de fabrique, des façades libérées de l'historicisme pompeux, des formes simples, de la fonctionnalité. Il rassemble autour de lui l'avant-garde artistique de la fin du XIXe siècle pour donner à l'ère naissante sa propre expression architecturale. Otto Wagner, une histoire de succès, d'échec et d'amour. L'art et l'amour. Divin vous l'êtes sûrement. Pulsion de vie, soleil d'or étincelant. Sans vous, point de vie. Ces mots, Otto Wagner les écrit à sa femme Louise, qu'il aime par-dessus tout. Il en fait sa devise personnelle. Otto Wagner est le premier architecte du XIXe siècle à s'être affranchi de la suprématie de l'historicisme et à avoir cherché une nouvelle architecture, un nouveau style pour la vie moderne, comme il le disait lui-même. En cela, il se démarque de tous ses contemporains en Europe, mais aussi aux États-Unis par exemple. Né en 1841, Otto Wagner grandit dans la maison de ses parents, au numéro 1 de la Goethweiergasse, en plein centre de Vienne. Son père, notaire, meurt jeune. Sa mère souhaiterait qu'il marche sur ses traces. Mais les choses prennent une autre tournure. La famille fait appel à un ami architecte, Theophil Hansen, pour la rénovation de son immeuble. Otto Wagner est profondément impressionné par son style qui exercera une influence durable sur lui. C'est Theophil Hansen encore qui flaire le talent du jeune homme et l'encourage à devenir architecte. Au milieu du XIXe siècle, Vienne connaît un boom immobilier sans précédent. Les murs de la ville sont rasés, un somptueux boulevard voit le jour, le Ring, avec ses édifices prestigieux de style historiciste. August Sicard von Sicardtsburg et Eduard van der Nüll donnent le coup d'envoi avec l'Opéra national de Vienne, le Staatsoper. Theophil Hansen construira le Parlement. Durant cette période, Otto Wagner fréquente le milieu des artistes et suit de près l'évolution des travaux colossaux entrepris le long du Ring. À la fin des années 1860, il participera lui-même au chantier. Theophil Hansen le nomme maître d'œuvre du palais commandé par Gustav von Epstein, banquier et amateur d'art. Il laisse beaucoup de liberté à son protégé. En plus de diriger les travaux, Otto Wagner intervient dans l'aménagement des intérieurs. Après la Seconde Guerre mondiale, le palais devient le quartier général de l'occupant soviétique. Contrairement à beaucoup de ses confrères, Otto Wagner a appris le métier d'architecte de A à Z. Il a effectué un apprentissage dans la maçonnerie et au début des années 1870, il a construit en partie lui-même les premiers immeubles du Ring. Dont celui situé au 23 Schottenring. Otto Wagner dessine un toit en forme de saillie, un élément typique de son architecture. Il conçoit la façade dans le style néo-renaissance.
Mais les motifs de triangle noir et blanc laissent déjà entrevoir la modernité de ses créations futures. L'architecte érige des immeubles de rapport dans tout Vienne. Ses premières réalisations sont encore empreintes du style historiciste alors en vogue, un mélange de formes du passé que la maison impériale et la bourgeoisie apprécient particulièrement. Il s'en éloignera par la suite. Il a bâti, je crois, environ 23 immeubles sur ses deniers personnels. Il les a parfois lui-même occupés quelque temps avant de les revendre avec une belle plus-value. Non seulement il savait construire, mais il savait construire sans que cela soit cher. Otto Wagner doit son sens des affaires à sa mère, qui lui a inculqué l'indépendance. En amour aussi, elle nourrit de grandes ambitions pour lui. La mère, manifestement une forte personnalité, n'était pas satisfaite de son fils cadet Otto. Il entretenait une liaison avec une femme avec qui il avait eu 2 enfants illégitimes. Ça ne lui plaisait pas du tout. Alors elle l'a plus ou moins forcé à épouser la fille du joaillier de la cour, une certaine Joséphine Domhardt. Ce fut un mariage épouvantable. Ils ont eu malgré tout une fille et Otto Wagner s'était pris de sa gouvernante, Louise Stiefel. Cette rencontre change non seulement l'homme, mais aussi l'architecte. Porté par sa passion amoureuse, Otto Wagner entre dans une nouvelle période créative. Il trouve enfin le grand amour de sa vie. Sa mère meurt un an plus tard. Il peut alors se libérer du joug de sa femme qu'il n'aime pas et de celui de sa mère qu'il aimait beaucoup, mais qui n'en était pas moins très sévère. Ange salvateur, divine Louise. Otto Wagner centre toute son attention sur sa maîtresse et future épouse. Il prend scrupuleusement ses mensurations, une obsession qui le poursuivra toute sa vie. Le 19 mars 1880, il écrit à sa bien-aimée « Jour du décès de ma mère, 7 heures du matin. Ma chair est tendre. Je vais au cimetière à 10 heures. Mais comme je pressens que là-bas, je serai rappelé au souvenir de ton bon cœur, je te transmets dès maintenant la réponse que ma mère t'envoie. Elle te fait savoir qu'elle bénit notre alliance, que tu dois aimer ton Otto autant qu'il t'aime, et qu'elle veillera sur nous et notre bonheur. Elle te prie d'accepter ce petit présent en attendant que des circonstances plus favorables permettent, espérons-le bientôt, à Otto de couvrir sa Louise de tout ce que son cœur aimerait lui donner. Adieu mon ange adoré, douce, chère et gracieuse femme. Ton Otto. » Otto Antonia Graf, historien et théoricien de l'art, a consacré toutes ses recherches à l'œuvre d'Otto Wagner et publié un catalogue raisonné en plusieurs volumes. En 1882, l'architecte remporte l'appel d'offres pour la construction de la Länderbank de Vienne, qui marquera un tournant dans sa carrière. Voici l'escalier, la salle des caisses, et voilà, c'est fini. Otto Wagner commence à s'affranchir du fardeau de l'historicisme. Seule la façade extérieure reste encore fidèle au style de l'époque, histoire de plaire aux commanditaires. Non seulement c'est l'une des réalisations les plus surprenantes de la fin du XIXe siècle, mais c'est l'édifice le plus important d'Europe.
Autrement dit, c'est cet immeuble, et non le ring, qui présente un véritable intérêt. Selon moi, il est nettement mieux conçu et bien plus remarquable que toutes ces bâtisses construites entre 1850 et 1900. Remarquable et complexe. En général, un bâtiment a 4 angles, mais celui-ci en a 6. Aucun architecte de l'époque n'a été capable d'en faire autant. Otto Wagner a eu une idée lumineuse. Il a découvert qu'on pouvait dessiner des cercles autour d'un point. On pénètre par l'escalier, on accède à la salle des caisses pour les clients, et tout autour se trouvent les bureaux des employés de la banque. Ils sont répartis dans tout l'espace et la lumière entre de tous les côtés. Bref, on ne peut pas faire mieux. Les cloisons des bureaux sont amovibles. La salle des caisses est surmontée d'une coupole de verre. La lumière pénètre jusqu'aux étages inférieurs par des dalles translucides au sol. Otto Wagner construit là le premier immeuble de bureaux de Vienne. En bas, sur le sol de la cage d'escalier, on trouve des grilles métalliques avec ce motif composé de cercles. 1, 2, 3, 4. Ce motif, qui orne le sol du bâtiment, évoque un peu une seed germ, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une graine de semence. C'est vrai. Dans le hall trône une grande allégorie de l'Autriche. La ressemblance avec Louise, la femme de l'architecte, n'est pas fortuite. Ce brave Otto Wagner a consacré toute son œuvre à Louise, comme le montrent clairement les différents dessins où elle est représentée. Il aime sa femme et lui dédie tout ce qu'il fait. Dans cette sculpture, on peut voir aussi un soleil qui se lève, un dieu soleil. C'est sûrement Otto, si on veut en faire une lecture psychanalytique. Otto Wagner était sans doute un homme très sensuel. On le sent bien quand on observe attentivement les édifices qu'il a conçus. En 1886, Otto Wagner réalise son rêve d'artiste. Libéré des contraintes du goût de l'époque, il construit une villa dans l'ouest de Vienne, conçue au départ comme une résidence d'été. Plus tard, Otto Wagner a décidé d'utiliser cette villa toute l'année. C'est pour cette raison que les 2 pergolas ont été vitrifiées et transformées en pièces d'habitation permanente. Dans l'aile gauche de la maison, l'architecte a installé son atelier et l'a fait orner de vitraux. Ces panneaux, réalisés par Adolf Böhm, avaient été exposés à la Sécession. Et Otto Wagner les avait achetés pour son atelier, qui est devenu du même coup célèbre. À l'époque nazie, les jeunesses hitlériennes occupent la villa. Elle restera ensuite à l'abandon avant que le peintre Ernst Fuchs ne l'achète et ne la réaménage à son goût. En 1888, le nouvel immeuble d'Otto Wagner, situé au cœur de Vienne, fait des vagues jusque dans les cercles les plus élevés. Le bel étage d'ordinaire si fastueux est d'une implacable sobriété. De même, les 6 bandes verticales dérangent. Les Viennois les qualifient avec mépris de bretelles. Si on l'a appelé à l'époque la maison à bretelles, c'est que les Viennois ont la fâcheuse habitude d'affubler les constructions modernes de surnoms péjoratifs. Mais il y a tout de même une part de vrai là-dedans. Pour la première fois, en effet, un architecte a renoncé aux ornementations classiques pour ses pilastres. Ces bandes verticales qui semblent avoir été brodées sur la façade, un peu comme des bretelles brodées. L'architecte voit grand. Non content de bâtir des immeubles dans Vienne, il veut refaçonner toute la ville. En 1894, la chance lui sourit. Il décroche le plus gros contrat de toute l'Europe, la construction du métro de Vienne et la régulation du canal du Danube. À un emplacement stratégique, là où le canal se sépare du fleuve, Otto Wagner érige une écluse
dite écluse de Nussdorf. Il habille une installation technique d'une parure artistique. Il a longtemps réfléchi pour savoir quelle sculpture pourrait orner l'écluse. L'un des rares amis de son âge était le sculpteur Rudolf von Weyer, et c'est finalement à lui qu'il a commandé 2 sculptures de lion. J'ai retrouvé un article de journal où il dit « Cet animal est ce qui me ressemble le plus ». En haut, il y a ces énormes lions qui se dressent pour braver le temps. C'est un ancien camarade de l'Académie qui les a sculptés. Il a dû regarder Otto Wagner comme ça, puis il l'a représenté sous les traits d'un lion. C'est là tout le génie des artistes. L'écluse de Nussdorf a une double fonction. Elle doit protéger des inondations les parties basses de la ville, mais aussi la nouvelle ligne de métro conçue par Otto Wagner. Le projet inclut l'aménagement des 2 rives en zone marchande. Jusqu'aux années 1970, un marché aux poissons et aux légumes se tiendra à cet endroit. Pour l'approvisionner tout au long de l'année, il faut rendre le canal du Danube navigable. Sur les 4 écluses initialement prévues, 2 sont réalisées, dont la Schützenhaus d'Otto Wagner, un joyau de l'Art nouveau. Durant cette période, l'architecte surfe sur la vague du succès. Rien ne lui paraît impossible. En 1894, il est nommé professeur à l'Académie des Beaux-Arts, succédant à Karl Adenauer, mort la même année. On l'a engagé en pensant « Ses réalisations sont aussi baroques que celles de Adenauer, ça va être formidable ». Et on ne s'est pas trompé. Il s'ensuit une réelle interaction entre les jeunes étudiants qui sont très ouverts à la nouveauté et Otto Wagner qui approche de la soixantaine ou qui doit avoir dans les 55 ans. Plus tard, les élèves et les compagnons de route d'Otto Wagner laisseront à leur tour leur empreinte sur Vienne. Parmi eux, Paul Roller. Hubert et Franz Gessner construisent le siège du journal socialiste Vorwärts. Karl Ehn réalise le Karl-Marx-Hof, un ensemble de logements sociaux, et Max Fabiani conçoit l'Urania, qui abrite un institut d'éducation et un observatoire. Otto Wagner, le visionnaire, marquera toute une génération d'architectes internationaux, dont certains deviendront des stars, comme Richard Neutra et Frank Lloyd Wright. Au Japon, il fait toujours l'objet d'un véritable culte. Le métro compte sans doute parmi les premiers ouvrages modernes d'Otto Wagner. Pour la première fois, il se libère complètement des ornementations historicistes et crée une architecture qui correspond tout à fait au rythme effréné de la grande ville, à la vie moderne de la fin du XIXe siècle. Pour ses contemporains, le métro est la grande attraction du dimanche. Il s'étend sur 40 km à travers la ville. Qu'il s'agisse des stations, des ponts ou des viaducs, tout est sorti des bureaux d'Otto Wagner et a été conçu par ses soins. Il n'a pas eu recours à une esthétique médiévale, comme c'était prévu initialement, auquel cas le métro aurait ressemblé à un château fort. Il a choisi un langage formel, à l'image de ce moyen de locomotion rapide qui circule dans la ville. Après Londres, Budapest et Glasgow, Vienne se dote à son tour d'un métro. Les cercles aux murs sont la signature d'Otto Wagner. L'architecte donne non seulement un aspect unique au métro viennois, mais aussi une nouvelle identité à la ville. L'un des grands mérites d'Otto Wagner est d'avoir amené les gens à de nouveau parler d'architecture.
C'est du moins ce que pensaient certains de ses contemporains. Il a créé une esthétique caractéristique et unique en son genre, qui se distinguait radicalement de ce qui se faisait à l'époque. Typiquement, il a orné nombre de ses réalisations d'une couronne de laurier, pour montrer qu'il avait gagné, que le modernisme avait triomphé. Le laurier était désormais associé à la nouveauté. Le palais de la Sécession de Joseph Maria Olbrich est lui aussi couronné d'une coupole de laurier doré. Le métro transforme la physionomie de Vienne comme nul autre projet architectural. Mais à l'époque, on ne se soucie pas de son entretien. Au milieu du XXe siècle, les pavillons d'Otto Wagner sont dans un tel état de délabrement que la municipalité envisage de les démolir. Si, de fait, certaines stations sont détruites puis reconstruites, la plupart sont fort heureusement conservées. Pour nous, il était hors de question que les stations dessinées par Otto Wagner soient détruites. Et il nous paraissait essentiel de les préserver autant que possible dans leur état d'origine. Aujourd'hui encore, les garde-corps de l'ancien métro s'étirent tel un ruban à travers la ville. S'ils ont survécu, c'est grâce à des actions de protestation citoyenne et à l'ancienne équipe d'architectes dirigée par Wilhelm Holzbauer et Hermann Tschech. Au début des années 1980, il était prévu de démolir le grand pont d'Otto Wagner qui enjambe la rue Windseile et d'en construire un neuf. Voici un des projets. La régie des transports de la ville affirmait que le pont devait disparaître parce qu'on ne pourrait plus y faire circuler les rames du nouveau métro à cause de l'inclinaison entre la station Gumpendorfer Straße et la suivante. Dans le cadre du concours, nous avons présenté un projet qui démontrait qu'il était tout à fait possible de conserver ce pont. N'empêche que tout le monde était contre nous. Otto Wagner finit par gagner. Une grande partie de ses stations de métro, ponts, viaducs et balustrades sont sauvées, même si ces ouvrages ne sont pas traités comme ils devraient l'être. Ce que l'on jetait au rebut sans état d'âme dans les années 1960 ouvre aujourd'hui la porte à de nouvelles connaissances. J'essaie de retirer la couche blanche ou claire du dessus et d'enlever les saletés, les poussières et les salissures qui se sont accumulées au fil des années. Lors de la phase de restauration, il faut vérifier avant tout qu'il s'agit bien du garde-corps d'origine dans sa version initiale. À l'époque, ces garde-corps n'étaient pas verts comme aujourd'hui. Ils étaient plutôt blanc cassé et enduits d'une peinture à l'huile. Or, la peinture à l'huile jaunit et se salit, ce qui explique que la couleur a changé. On tente de préserver chaque pièce dans son état d'origine et de garder le plus d'informations possible. On nettoie la surface, ce qui permet de conserver l'histoire de la pièce. En tant que musée, notre mission est aussi d'emmagasiner un savoir. Autrement dit, on sauvegarde les réalisations du passé. Aujourd'hui, on emploie certaines méthodes de recherche, mais peut-être que dans 50 ans, on en utilisera d'autres et on ne pourra plus retrouver l'état d'origine des pièces tellement les matériaux se seront altérés. Voilà à quoi les ferronneries pouvaient ressembler à l'origine.
À quelques pas du château de Schönbrunn, Otto Wagner construit une station de métro pour l'empereur François-Joseph Ier, le pavillon impérial. Ce n'est pas une commande du monarque. Avec cette réalisation fastueuse, l'architecte cherche avant tout à se faire de la publicité. Il finance les travaux en réduisant les coûts de construction des autres stations. Son style moderne rencontre peu de succès à la cour. L'empereur n'utilisera la station que 2 fois. Les Viennois ne sont guère plus séduits par cette nouvelle esthétique. La plupart des projets visionnaires d'Otto Wagner restent dans les cartons. Toute sa vie, Otto Wagner a essayé de travailler pour la maison impériale et en particulier pour l'empereur François-Joseph. Il considérait un peu le pavillon impérial comme une carte de visite auprès du monarque. Donc, si cette station de métro bénéficie d'un aménagement aussi riche et luxueux, c'est que dans l'esprit de l'architecte, elle devait servir de modèle pour la construction de la future résidence impériale. Mais François-Joseph ne s'est pas montré très enthousiaste. C'était un vieil homme qui ne s'intéressait plus trop à la création artistique contemporaine. Il ne l'entravait pas, mais n'en voulait pas dans son environnement personnel. Ce tableau de Gerhard Moll montre une Vienne tentaculaire, telle qu'Otto Wagner l'imagine. Nous avons ici une sélection de dessins d'Otto Wagner. Pour lui, le dessin est un moyen très important pour communiquer avec l'opinion publique. En 1911, on lui commande une étude sur ce que devait être une grande ville moderne. C'est ainsi qu'il esquisse un quartier viennois fictif, un 22e arrondissement. Ce projet, baptisé la Grande Ville sans limite, représente une vue du centre de l'arrondissement avec une église, des jardins et un grand bassin entouré d'immeubles de rapport qui se ressemblent tous. Otto Wagner pense que le citadin moderne veut se fondre dans la masse tel un numéro. Les immeubles d'habitation doivent donc présenter un aspect uniforme. Ce dessin est une esquisse du pont de la Rotenturmstrasse, qui enjambe le canal du Danube, entre le 1er et le 2e arrondissement de Vienne. Plus que tout autre architecte de son temps, Otto Wagner cherche à capter la vie urbaine moderne sur la planche à dessin. On voit ici l'animation d'une rue de Vienne, comme sur une photo. Je cite Otto Wagner. « L'aspect le plus moderne de la modernité, ce sont les grandes villes. C'est dans cette optique qu'il dessine et construit. » L'un de ses projets les plus spectaculaires est celui d'une église moderne. Il s'agit en quelque sorte d'une étude préalable de l'église Saint-Léopold am Steinhof. L'architecte propose de construire un édifice en forme de gazomètre dans le 18e arrondissement de Vienne. Cette planche montre le regard d'une jeune fille sur l'église. Les fleurs de cerisier symbolisent la floraison de l'art moderne. À la même période, la sécession viennoise se considère et se représente comme le printemps sacré de l'art. Il n'est devenu membre de la sécession qu'en 1899. Il était très lié avec les artistes de ce mouvement et veillait naturellement à leur passer des commandes. Mais pour les 3 immeubles de la Windseile, y compris celui de la Köstlergasse, il a été son propre maître d'ouvrage. Les statues sont les porte-voix de ce que l'art doit être. C'est tout l'esprit d'Otto Wagner. Elle clame haut et fort. L'art, c'est ce que je fais. Du haut du toit, elle crie. L'art, ce doit être ça. Et pas toutes ces foutaises du mouvement historiciste qui se trouve juste à côté. Mais rares sont ceux qui veulent l'entendre. L'empereur moins que tout autre. Les crieuses qui ornent le toit de l'immeuble au numéro 38 de la Windseile sont réalisées par le sculpteur Ottmar Schimkowitz. Les médaillons dorés sont de Koloman Moser.
Otto Wagner élit domicile juste à l'angle, au 3 de la Köstlergasse. Il équipe la salle de bain d'une baignoire originale tout en verre. En 1898, on célébrait le jubilé du règne de l'empereur François-Joseph. Pour l'occasion, Otto Wagner a présenté une chambre à coucher et une salle de bain avec une baignoire en verre à la Rotonde, la salle d'exposition du Prater à Vienne. Les deux pièces reflétaient l'aménagement de son propre intérieur. Et ce sont précisément ces pièces qu'on ne fait jamais voir. Lorsqu'on reçoit des visiteurs, on ne les conduit certainement pas dans la salle de bain ni dans la chambre à coucher. On évite de les montrer, on les ferme. Alors imaginez l'architecte en chef dans sa baignoire en verre, ça a une dimension sensuelle. Chez Otto Wagner, la modernité est toujours une fête d'essence. En observant attentivement la façade de la maison des Majoliques, on distingue un rideau de fleurs. Mais derrière chaque détail ouvragé se cache une fonction. Ce qui n'est pas pratique ne peut pas être beau. Note-t-il en 1896. Otto Wagner s'efforçait de construire des maisons faciles à nettoyer. Je pense par exemple à la maison des Majoliques de la Windseile, avec sa façade carrelée qui est évidemment très facile à laver et ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Avec leurs étonnantes façades, les immeubles de la Windseile comptent aujourd'hui parmi les édifices les plus photographiés de la ville. Cet ensemble de 50 logements est le plus grand projet d'habitation réalisé jusque-là par Otto Wagner. À l'intérieur aussi, l'architecte utilise des ornements floraux stylisés qu'il associe à la technologie moderne. Par leur beauté froide et leur minimalisme, ces constructions redéfinissent l'habitat bourgeois. La marque de fabrique d'Otto Wagner, le Cercle, se retrouve également dans les pièces des appartements. L'intérieur est en parfaite adéquation avec l'extérieur. Pour Otto Wagner, le rôle de l'architecte ne se limite pas à dessiner des plans. Des poignées aux battants de porte, il conçoit tout lui-même. C'est de l'art à portée de main. Les immeubles de la Windseile font partie d'un vaste projet. L'un des projets préférés d'Otto Wagner, sur lequel il a travaillé dès le début de sa carrière, était le boulevard de Vienne, ou comme il l'appelait, le Broadway viennois, qui devait relier la Karlsplatz au château de Schönbrunn. Pour cela, on a fait passer le métro le long du lit de la rivière, et il était prévu de la recouvrir entièrement. Ce boulevard de 50 mètres de large devait former une grande artère commerciale, avec des boutiques, des théâtres, des immeubles résidentiels et des bâtiments publics. Dans l'esprit d'Otto Wagner, les deux immeubles de la Windseile faisaient figure, en quelque sorte, de modèle pour ce grand projet. Le boulevard doit déboucher sur la place préférée de l'architecte, la Karlsplatz, avec l'église de Johann Bernhard Fischer von Erlach. Otto Wagner ne pouvait plus participer à l'aménagement du ring, puisque les plans étaient déjà terminés. Par contre, la Karlsplatz était un peu le parent pauvre de ce chantier. Elle avait toujours été négligée. Pendant 20 ans, cette place hante l'architecte. Il veut y réaliser un projet qui lui tient particulièrement à cœur, le musée municipal de l'empereur François-Joseph. Il dessine plan sur plan. Il prévoit même une façade en trompe-l'œil pour tenter de séduire les Viennois. En vain. On craint que l'imposant édifice ne fasse de l'ombre à l'église Saint-Charles-Borromée. Il voulait créer un geste fort sur cette place, car c'est de là que devait partir son grand boulevard conduisant à Schönbrunn.
L'architecte est convaincu de son savoir-faire. Envers et contre tout, il se sent investi d'une mission, même si sa créativité frise parfois la mégalomanie. En 1904, il construit le bâtiment administratif de la caisse d'épargne de la Poste autrichienne. À plus de 60 ans, il rompt enfin totalement avec le passé. Cet édifice symbolise plus que tout autre le début d'une nouvelle ère. Toute création moderne doit intégrer les nouveaux matériaux et répondre aux exigences du présent si elle veut convenir à l'homme moderne. Wagner était connu pour employer de nouveaux matériaux de construction, comme le fer, dont l'utilisation s'est développée dans l'architecture du XIXe siècle, l'aluminium et le linoléum. Par exemple, à la caisse d'épargne de la Poste, il a fait recouvrir le sol de linoléum. C'était un revêtement innovant, avec son dessous en toile de jute et sa surface très lisse. Il était hygiénique, simple d'entretien et pouvait facilement être remplacé lorsqu'il était usé. Otto Wagner met à nu la structure du bâtiment et en fait un élément esthétique à part entière. Il couvre les colonnes et les conduits d'aération d'aluminium. Pour ce chantier, il aurait acheté 1/6 de la production mondiale d'aluminium. Dans le projet présenté au concours, une coupole de verre coiffe l'édifice. Mais par souci d'économie, elle ne verra pas le jour. À la place, Otto Wagner construit un toit en 3 parties. Une grande verrière arrondie, une seconde verrière de protection et une charpente extérieure en acier. Le toit, qui se trouve juste au-dessus de la salle des guichets, laisse entrer la lumière du jour jusqu'aux étages inférieurs. Otto Wagner crée des bâtiments modernes, fonctionnels et confortables. La hauteur des marches ne dépasse jamais 12 cm, ce qui permet de les gravir sans effort. En général, des représentants de la maison impériale assistaient à l'inauguration des grands bâtiments publics, auxquels Otto Wagner avait collaboré. Pour l'ouverture de la caisse d'épargne de la Poste, l'empereur François-Joseph est venu en personne, et c'est Otto Wagner qui lui a fait faire la visite. Le monarque a dit « C'est étrange comme les hommes trouvent bien leur place ici », et l'architecte de répondre « Oui, Majesté, le propre de l'architecture moderne est de s'adapter aux hommes modernes ». On ne connaît pas la réaction de l'empereur. La hiérarchie se reflète dans le mobilier. Du verre et de l'aluminium pour le directeur adjoint, du rouge et du laiton pour le directeur général. Otto Wagner faisait partie d'une génération d'architectes qui concevaient tout dans les moindres détails, jusqu'aux poignées de porte. Donc, pour chaque projet de construction, il dessinait aussi le mobilier et réalisait l'aménagement intérieur, avec les ferronneries, les lampes, etc. Il considérait l'architecture comme la matrice, la reine de tous les arts, et voyait dans l'architecte un concepteur, un ingénieur de la vie moderne. Avec sa façade minimaliste, Otto Wagner entre dans l'histoire de l'architecture. Mais les Viennois sont sceptiques. Le bâtiment est constellé de boulons, ce qui lui vaut le surnom de « maison cloutée ». Les boulons de la façade extérieure ont été recouverts de caches en aluminium pour créer un lien avec l'intérieur du bâtiment, la salle des guichets. Et puis ça avait une valeur symbolique. Le fait de montrer ostensiblement les boulons suggérait la sécurité. Ça indiquait que l'argent placé à la caisse d'épargne de la Poste était à l'abri.
Aujourd'hui encore, on persiste à croire que les boulons de la façade extérieure sont purement décoratifs. Une étude de l'Université technique de Vienne jette une nouvelle lumière sur ce point. On a dit que c'était de faux boulons. C'est un mythe qui s'explique simplement par le fait qu'à l'époque, ce procédé était nouveau. Certains pensaient qu'il était possible de coller les plaques de marbre sur le mur en briques avec du mortier et que les fameux boulons d'Otto Wagner étaient purement ornementaux. D'autres croyaient qu'il fallait laisser ces boulons 3 semaines pour permettre au mortier d'adhérer et fixer ainsi les plaques de marbre. C'est faux. Il faut 2 à 4 ans pour que le mortier durcisse. Autrement dit, si ces plaques n'avaient tenu qu'avec du mortier les 2 premières années, elles seraient tombées. Sur le toit, des victoires célèbrent fièrement le triomphe de la modernité. Sur la façade de la caisse d'épargne de la Poste, les plaques de marbre ont été disposées en rangée du haut vers le bas. Voilà comment on procédait. Dans le mur en briques, on creusait un trou de 15 cm avec une perceuse électrique, ce qui était tout à fait inhabituel à l'époque. Puis on plaçait un revêtement de mortier à 5 points, aux angles et au centre de chaque plaque. Et enfin, on mettait la plaque dessus en la fixant à l'aide d'un boulon au milieu. On avait besoin en tout de 17 200 boulons. Il était donc nécessaire de simplifier les différentes étapes de la préfabrication. Pour la caisse d'épargne de la Poste, les boulons et les encoches ont été fabriqués en une seule étape. Ensuite, on a utilisé cette pièce que vous voyez ici, un manchon en plomb. On l'enfile sur le boulon et on place dessus un cache en aluminium d'1 millimètre d'épaisseur. Le manchon en plomb permet d'éviter tout risque de corrosion par contact entre l'aluminium raffiné et le fer forgé. À peu près à la même période, Otto Wagner commence à dessiner sa seconde villa où sa femme de 18 ans, sa cadette, doit s'installer lorsqu'il ne sera plus là. Mais les choses se passent autrement. Louise meurt à tout juste 56 ans. L'architecte lui survivra 3 ans. Le 26 octobre 1915, il note dans son journal. 5h30 du matin. C'est arrivé. La meilleure, la plus belle et la plus intelligente des femmes sur Terre m'a été enlevée. Il continuera à lui écrire jusqu'à la fin. Une vie sans toi est impossible. C'est un néant, creux et vide. Otto Wagner ne parvient pas à surmonter la mort de l'être qui comptait le plus pour lui. Il s'isole de plus en plus. Dans ses lettres, il fait toujours participer Louise à son quotidien. J'ai un nouveau terrain en vue. Et avec ton aide, j'espère un miracle, celui d'y voir mon ouvrage construit. Si seulement je pouvais te montrer le plan que j'ai en tête. Dimanche de Pâques 1916. Ma douce et chère femme. Aujourd'hui, j'ai terminé la composition de mon hôtel de la beauté. Je crois qu'il sera bien. Au milieu, trône la beauté. À gauche, l'art, et à droite, l'amour. Tu imagines bien que je pense toujours à toi en représentant mes figures, car tout ce que je fais est un hommage à toi. En 1904, Otto Wagner commence l'édification de l'église Saint-Léopold am Steinhof à l'ouest de Vienne, sur le terrain de l'hôpital psychiatrique le plus moderne de l'époque. L'architecte se trouve à l'apogée de sa carrière et la construction d'un édifice religieux doit compléter son œuvre, même s'il n'est pas croyant. Les artistes les plus en vue participent au projet. Sur le clocher trône Saint-Séverin.
et à ses côtés, Saint Léopold. Ce sont les saints patrons de Vienne et de la Basse-Autriche. Cette église compte parmi les réalisations les plus révolutionnaires du XXe siècle. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Les Viennois voient un citron dans le dôme doré qui coiffe l'édifice et ne tardent pas à le surnommer la montagne de citron. L'église Saint-Léopold am Steinhof fait partie des œuvres majeures d'Otto Wagner, entre autres parce qu'il rassemble et s'approprie toutes les traditions architecturales d'Europe, de la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul à l'église baroque Saint-Pierre de Vienne, pour en faire un édifice moderne. Son but était de montrer que l'architecture moderne n'était pas seulement réservée aux entrepôts, aux immeubles d'habitation et autres constructions de second rang, mais qu'elle permettait de réaliser ce qu'il y avait de plus noble, un lieu de culte. Otto Wagner construit le bâtiment en briques et l'habille de plaques de marbre fixées par des boulons en cuivre. Le dôme se compose d'une charpente métallique recouverte de cuivre et de feuilles d'or. Le jour de l'inauguration de l'église Saint-Léopold am Steinhof, l'empereur François-Joseph était malade. Il ne pouvait donc pas venir et a envoyé le prince héritier François-Ferdinand à sa place. Dans son discours, ce dernier n'a pas cité le nom de l'architecte, Otto Wagner, et il a terminé son allocution par ces mots « Le style Marie-Thérèse est tout de même le plus beau ». Pugnace comme il l'était, Otto Wagner a répondu à son Altesse l'archiduc. « Mais monseigneur, les canons sont de nos jours totalement lisses et tirent mieux que ceux pourvus de motifs décoratifs de l'époque de Marie-Thérèse. » François Ferdinand s'est détourné de lui avec dédain et bien entendu, il n'a plus jamais reçu de commande publique. L'architecte accorde une grande importance à l'hygiène et crée en lieu et place d'un bassin un distributeur d'eau bénite. Il adapte l'intérieur de l'église aux besoins de ceux pour qui il l'a construite, les patients de l'hôpital psychiatrique. Le sol est légèrement incliné pour faciliter le nettoyage. Les bancs ont des bords arrondis. Otto Wagner a choisi Koloman Moser pour les vitraux et le tableau du maître-autel de l'église Saint-Léopold am Steinhof. La réalisation des vitraux a donné lieu à de violents conflits avec le prêtre en charge des travaux, qui veillait au strict respect des codes en vigueur dans la représentation des saints. Malgré l'opposition des commanditaires, Otto Wagner parvient à imposer Koloman Moser, qui crée des vitraux en mosaïque de verre. Ils sont considérés comme les plus beaux exemples de vitraux de l'Art nouveau. Pour le retable, Otto Wagner veut également faire appel à Koloman Moser. Il y avait un problème concernant le retable, c'était que Koloman Moser avait épousé une protestante. Et aux yeux du clergé, il n'était pas possible de confier à un artiste marié à une protestante l'exécution d'un retable dans un édifice catholique. Jusqu'à l'achèvement de la construction de l'église, Otto Wagner croit dur comme fer que Koloman Moser réalisera le retable. Ce dernier a déjà effectué des ébauches. L'architecte écrit à son ami
Je suis persuadé que tes esquisses du retable du maître-autel et des tableaux des autels latéraux susciteront le même enchantement chez tous les spécialistes de l'art et feront prendre conscience aux profanes du grave préjudice que l'on t'a causé. N'oublie jamais que nous œuvrons pour l'art et qu'il faut par conséquent mettre de côté toute question d'ordre personnel. Reçois comme toujours l'assurance de mon estime et de mon admiration, ton ami dévoué, Otto Wagner. Contre son gré, la commande est finalement attribuée à Leopold Forstner. Otto Wagner ne sera pas satisfait du résultat. Otto Wagner meurt le 11 avril 1918, quelques mois avant la fin de la Première Guerre mondiale. Avec son œuvre, ce visionnaire a ouvert la voie de la modernité et fait entrer l'architecture dans le XXe siècle, même si ses contemporains ne l'ont pas toujours compris. Je ne crois qu'en ce que je peux croire, et suis donc totalement convaincu qu'il n'y a pas de vie après la mort, ni châtiment, ni récompense pour nos actes. Je crois en revanche que chaque homme a le devoir de créer quelque chose dans ce monde.